Toujours en paix, en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan, un mois pendant lequel les fidèles musulmans se sont privés de boire et de manger en longueur de journée. Action de grâce à Allah pour la bonne tenue de ce mois béni mais exigeant du Ramadan. Les fidèles musulmans réunis dans l'enceinte du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique n'auront pas dérogé à la règle en cette journée de grande prière au Burkina. À noter aussi que la principale imploration est pour la consolidation de la paix au Burkina, une paix bâtie sur le civisme et la tolérance. Le point avec Moumouni Soubega. Allah et Mbaye, ils étaient nombreux à sacrifier à la tradition de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin des 30 jours de pénitence. C'est un jour d'une importance capitale pour les fidèles musulmans qui ont rendu grâce à Dieu, mais aussi prié pour la paix et la cohésion sociale. On est sorti vraiment grand avec une foi quand même pas égale au début. Ça nous donne un sentiment de fierté, un devoir rendu envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand jour. Ce mois de jeûne nous a permis de faire la pénitence et demander à Dieu de nous pardonner nos péchés et de nous accorder tout le salut et les bienfaits de ces bénédictions. Ce jour est un grand jour pour nous, pour que c'est le couronnement d'un mois de jeûne. J'ai prié pour moi, pour ma famille, pour toute la nation et pour tout le monde entier, pour une paix sociale et durable. Quant à l'imam qui a dirigé la prière, il a prié pour la stabilité et une bonne campagne agricole. Et comme message, il a invité les citoyens et les autorités à plus de responsabilités pour consolider la paix sociale au Faso. D'abord un message de spiritualité. Deuxième message, c'est un message à l'ensemble des Burkinabés à être plus positif. C'est un retour à des valeurs de la société burkinabé que l'on a connues auparavant, que nous tous nous sommes, d'avoir une démarche civique, une démarche qui permette à notre pays de compter davantage sur nous. Ça c'est important. Évidemment, un appel aux gouvernants à travailler pour plus d'équité, de justice sociale. Observer le jeûne, c'est l'un des 5 piliers de l'islam et tout musulman bien portant est tenu de le pratiquer. Voyons à présent l'ambiance du côté des Hauts-Bassins. Bobo Dioulasso précisément à l'image des autres localités de notre pays. La ville de Sia a marqué la prescription de la grande prière du Ramadan. Juste à titre d'illustration, nous avons ciblé le boulevard de l'Indépendance et la place Warawara qui ont connu de fortes affluences. Là aussi, les invocations sont allées à la paix et la cohésion sociale au Burkina. Moumouni Barou. En ce grand jour d'Aïd el-Fitr ou Ramadan, les fidèles musulmans de Bobo Dioulasso ont pris d'assaut les différentes places réservées pour la grande prière, marquant ainsi la fête du jeûne. Du boulevard de l'Indépendance en passant par la place Warawara, les fidèles ont accompli leurs devoirs religieux dans une ferveur ponctuée de recueillement, de méditation et surtout de lecture coranique. On profite de votre moto, mais adresser nos messages à tous les fidèles, à tous les Burkinabés, à toute la nation, des premiers responsables jusqu'aux derniers ressortissants burkinabés. Alors quand Dieu nous donne la santé, la longévité, la paix sociale, surtout la cohésion sociale. Pour tout musulman, le mois de Ramadan, c'est un mois d'abstinence. Et le seul mois dans l'année où on demande aux musulmans de se consacrer exclusivement aux œuvres de bienfaisance et d'être très rigoureux dans la pratique religieuse pour soi-même et surtout pour son environnement. Quand je dis l'environnement, c'est aussi auprès des amis, auprès de la famille, inculquer surtout aux enfants et la tolérance qui est prônée par l'islam. Les autorités administratives de la ville de Sia ainsi que les représentants de certaines communautés religieuses ont effectué des déplacements pour apporter leur soutien aux fidèles musulmans. Alors je suis venu pour traduire notre solidarité et nous associer à la joie de nos frères et sœurs musulmans qui sont donc au terme de leur carême, disons leur temps de jeûne. Voilà. Et nous pensons que c'est un temps important dans la mesure où ça leur permet de rencontrer Dieu. Et quand on rencontre Dieu, on peut aussi mieux rencontrer les autres frères et sœurs. Pour tout croyant, nous pensons que le Ramadan est une fête, est une grande fête pour nos frères musulmans. Donc après 30 jours de jeûne, ces frères musulmans commémorent la fin du jeûne à travers cette célébration. Donc à ce titre, nous sommes venus
leur dit bonjour et leur dit bonne fête. Notons que le jeûne musulman est l'un des 5 piliers de l'islam que le Seigneur aurait recommandé aux musulmans. Autre point de l'actualité, on feuillette une fois de plus le carnet de voyage de la tournée du ministre en charge de la communication dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Initialement, c'est une sortie pour passer en revue les conditions de mise en œuvre des centres de production télévisuelle RTBD. Cette fois, c'est une invitation à l'évasion. Ces parties de notre pays regorgent de nombreux sites touristiques entre les falaises de Dramandougou, les chutes de Bafouлагbe ou encore les pics de Sendou. La tournée a connu ses moments de détente, comme le témoigne ce dossier de Yacouba Goro. En compagnie de son secrétaire général et quelques membres de son personnel, le ministre Alain-Édouard Traoré a mis à profit ses vacances pour contempler quelques merveilles touristiques des Cascades et des Hauts-Bassins. Un exemple de tourisme de proximité qui va ainsi contribuer à faire connaître le potentiel touristique de ces régions. Notre contribution en tant que ministère de la Communication, c'est de communiquer autour de ces sites touristiques. Et c'est au pied des falaises de Dramandougou, situées à une trentaine de kilomètres de Banfoura et estampillées de fresques dans toute leur authenticité, que Alain-Édouard Traoré a entamé cette escapade dans les Cascades. Cette sortie de villégiature a également conduit les touristes du jour sur le plus haut sommet du Burkina, le mont Tenakourou, avec une altitude de plus de 700 mètres. D'autres merveilles touristiques visitées, et non les moindres, ce sont les pics de Sendou, les dômes de Fabédougou et les cavernes de Oudouna, un site méconnu du public. Son origine remonte du retrait de la mer du Précambrien, il y a à peu près 600 millions d'années de cela. Et les pics de Sendou continuent plus loin, jusqu'au pays d'Ogon, au Mali, en passant par la falaise de Niansokoni, le mont Tenakourou, Sikasso, jusqu'au pays d'Ogon, au nord du Mali. Et d'autre part, elle continue plus loin, en dominant presque tout l'ouest du Burkina Faso, en passant par Nyofila au barrage, en passant aussi par les cavernes de Douna, la falaise de Dramandougou, les dômes de Banfoura, les cascades de Banfoura, jusqu'à la falaise de Dafra à Bobo. C'est sur 1 km². Et donc, comme on l'a dit, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le conseil des chefs, là où se tenait le conseil des guerres. Ensuite, on a la salle de consultation avec les esprits. Et ensuite, après ça, on peut voir là où en fait, c'est le dispensaire, là où on soigne les blessés de guerre. Il y a des gens qui ont servi à Douna 10 ou 15 ans, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Parce que c'était une cachette. Je me rends compte qu'au Burkina, nous avons beaucoup de sites, beaucoup de merveilles encore inexplorées. Et ces cavernes montrent un peu l'historique de peuples ou de peuplades qui s'organisaient pour pouvoir résister aux envahisseurs. Sur cette falaise de Niansogoni, de plus de 500 mètres d'altitude dans la Léraba, vivait le peuple Ouara depuis le XIVe siècle. Une curiosité naturelle qui brille par la diversité des vestiges abandonnés. Les cases et troglodytes sont là, quelques témoignages vivants du passé de cette peuplade. L'étape de Bafouлагbe dans le Kénédougou a permis de découvrir les impressionnantes chutes d'eau et un pan de l'histoire du peuple qui y vivait. Dans l'ensemble, cette sortie détente a permis de mettre en exergue l'immensité du potentiel touristique de ces régions avec un paysage verdoyant et pittoresque. L'état d'effectuer des voies d'accès à ces sites sont à revoir si on veut faire du tourisme un des leviers importants du développement du Burkina Faso. Voilà un aperçu de quelques sites touristiques de chez nous et puis actualité hors de chez nous en Côte d'Ivoire. Le commando de la peur poursuit ses manœuvres sur Abidjan. Après le siège du FPI, un groupe de presse proche du président déchu, Laurent Gbagbo, est parti sous les flammes aujourd'hui. De fait, l'accusation a changé de camp. À présent, ce sont les partisans de l'ancien régime qui accusent ceux du président Ouattara. L'attaque contre le siège du Front populaire ivoirien a eu lieu samedi, peu avant midi. Des hommes armés de machettes et de gourdins ont fait irruption dans les locaux du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Au niveau des chaussures, des traces des chaussures, on se rend compte qu'en dehors des chaussures en plastique, il y a un Rangers, et surtout là-bas c'est très visible, le Rangers, qui
prouve que ce n'est pas seulement des civils. Bilan, 3 blessés parmi les militants qui se trouvaient là. Et selon le FPI, une personne est portée disparue. Pour ces partisans de Laurent Gbagbo, cela ne fait guère de doute. Les agresseurs sont à rechercher parmi les pro-Ouattara. Nous voulons accéder au pouvoir par les urnes, de façon pacifique. Mais nous avons en face de nous des agresseurs qui, depuis 2002, utilisent le fusil. Mensonge, a répliqué aussitôt le RDR, le parti du président Ouattara. Dans un communiqué, il nie toute responsabilité. Quelques heures plus tard, autre attaque, cette fois contre un groupe de presse proche du FPI. Le vigile a été passé à tabac et une partie des bureaux incendiés. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une relation entre ces deux faits, mais je dirais la proximité des dates nous fait penser à un lien politique qui pourrait peut-être guider ces actions. Voilà qui ne va rien arranger alors que la Côte d'Ivoire connaît un regain de tension et que le FPI est lui-même accusé d'être derrière la récente série d'attaques contre l'armée. À Dakar, c'est au tour de la gestion des inondations que la discorde s'installe. Les populations des zones sinistrées réclament au plus tôt un plan directeur pour assurer l'assainissement de leur cadre de vie. Le plan du gouvernement, lui, est annoncé pour début 2013. En attendant, les sinistrés organisent leur survie du mieux qu'ils le peuvent. Dans le quartier de Dalifort, en banlieue de Dakar, les inondations sont récurrentes. Depuis quelques années, dès que les pluies durent plus d'une nuit, les eaux envahissent les rues, les maisons et les familles se retrouvent sans abri, obligées de trouver refuge dans des écoles. Aminata et son mari et leurs 8 enfants vivent ainsi dans une salle de classe à Dalifort depuis une semaine. L'école n'est pas un dortoir, mais nous n'avons pas d'autre choix. C'est le seul refuge que nous avons trouvé pour être au sec. Il n'y a aucune commodité ici, mais nos époux n'ont pas les moyens de nous loger ailleurs. Nous effectuons tout, absolument tout dans cette unique pièce qui est infestée de moustiques. À chaque fois, les victimes des inondations reçoivent la visite des officiels du moment, lesquels promettent à chaque fois d'engager les travaux nécessaires pour que les pluies ne soient plus meurtrières et qu'elles ne transforment plus des milliers de Dakarois en sinistrés. Avec l'aide de Dieu, la volonté et la participation en tout cas des bailleurs, nous pensons que nous allons relever ces défis-là. En tout cas, nous avons la ferme volonté sur instruction de M. le Président de la République de nous y mettre, de travailler et de résoudre ces problèmes. Il faut que l'État dise la vérité aux populations, qu'on arrête de s'amuser avec ça. On en a assez de vivre ce qui se passe tous les ans. En tout cas, moi, en tant que maire, c'est la 3e année que je gère des inondations. Mais je trouve que l'État y va de façon très molle et préfère le spectacle. Comment dire, les gens aiment trop le folklore à la place du travail concret qu'on devait faire pour soulager définitivement les populations. Au-delà des solutions d'urgence, au-delà du drainage et pompage des eaux dans les quartiers, c'est un véritable plan directeur d'assainissement que réclament les populations et les élus locaux. Le ministre de l'Hydraulique a promis un projet de plan pour février 2013. C'est devenu une affaire d'État. Londres ne digère pas que l'Équateur abrite le très recherché fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Sur un ton très peu diplomatique, des menaces à peine voilées ont été proférées contre Quito, levée de bouclier de tous les pays de l'Alliance bolivarienne avec en tête Hugo Chavez qui se délecte de la situation. D'une même voix, ils mettent en garde Washington et Londres contre une éventuelle attaque de l'ambassade équatorienne. L'Amérique latine se mobilise autour de l'Équateur qui affirme que son ambassade à Londres est menacée par une intrusion de la police britannique. Le président équatorien a reçu hier le soutien des pays de l'Alliance bolivarienne, l'ALBA, au cours d'une réunion à Guayaquil. L'Équateur a accordé jeudi l'asile politique au fondateur de Wikileaks, Julian Assange, et considère les menaces britanniques intolérables. Nous ne voulons plus de menaces. Nous voulons dialoguer, discuter de tous les sujets. Mais la dignité d'un peuple, la souveraineté d'un peuple ne se vend pas, ne se négocie pas, ne se discute pas. Au Venezuela, le président Hugo Chavez a accusé les Britanniques de vouloir violer la souveraineté de l'Équateur. Julian Assange, réfugié depuis 2 mois dans l'ambassade équatorienne, s'est exprimé cet après-midi depuis un balcon.
Il a remercié tous les gouvernements latino-américains qui le soutiennent et demandé aux États-Unis de respecter la liberté d'expression. Les États-Unis doivent prendre l'engagement devant le monde qu'ils ne poursuivront pas les journalistes pour mettre des projecteurs sur les crimes secrets des puissants. Le cybermilitant réclamé par la justice suédoise pour une agression sexuelle qu'il nie avoir commise craint une extradition aux États-Unis où il pourrait être inculpé pour espionnage, voire condamné à mort. En Équateur, où l'on dénonce traditionnellement l'impérialisme, la divulgation de télégrammes diplomatiques américains par Wikileaks a eu beaucoup d'écho et Julian Assange est très populaire. Mais certains opposants considèrent que l'attitude de l'Équateur, où des journalistes sont persécutés, est hypocrite. En tant qu'Équatoriens, nous nous interrogeons sur les bases justifiant cet asile. Nous pensons qu'elles ne sont pas solides, que les arguments utilisés par le gouvernement équatorien ne sont pas solides. Londres a informé cette semaine le gouvernement équatorien qu'une loi de 1987 l'autorisait à retirer le statut diplomatique d'une ambassade. Mais le ministre britannique des Affaires étrangères a assuré qu'il n'était pas question de mener un assaut pour arrêter Julian Assange. On revient chez nous. Les amateurs de films japonais en ont eu pour leur passion. Hier à l'affiche, il y avait Water Boys. C'est un film à grand succès au pays du soleil levant. Une fois de plus, l'ambassade du Japon a donc tenu parole, montré le 7e art japonais au public du Burkina une fois dans le mois. Le film de la soirée avec Claudine Bikaba. Renforcer les relations d'amitié entre le peuple japonais et burkinabé, c'est le but recherché par l'ambassade du Japon au Burkina à travers la projection de films japonais. Proposée une fois tous les mois aux cinéphiles burkinabés, cette initiative vise également à faire découvrir un pan de la culture japonaise. Chaque peuple doit comprendre ce que pensent les autres. Pour ça, on a besoin de comprendre la culture de chaque pays. Ce soir, c'est un film intitulé Water Boys, c'est-à-dire nageurs en compétition synchronisée. C'est-à-dire, au Japon, au lycée, il y a beaucoup de clubs de sport, parmi lesquels il y a des clubs qui attirent beaucoup de gens, mais il y a aussi d'autres clubs qui connaissent beaucoup de difficultés pour recruter des gens. Le film projeté ce soir, il s'agit d'un club de garçons spécialistes de compétition de natation. Water Boys, un film comique, réaliste et époustouflant dont le scénario met aux prises 5 lycéens inscrits au festival culturel par leurs professeurs sans leur consentement. Ces jeunes qui manquent de personnalité vont arriver à relever les défis au bout d'énormes sacrifices. C'est un film qui nous a un peu montré certains aspects de la culture du Japon. Et nous avons vu des jeunes qui en ont voulu et qui n'étaient au début pas aptes à faire la nage synchro, mais qui, à force de volonté, ils sont arrivés. Je crois que c'est une bonne chose pour la jeunesse et pour tout le monde en particulier. La leçon que j'ai retenue, c'est que tout le monde peut faire ce que les autres font plutôt. Et il suffit juste du courage et beaucoup de travail. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de ce film. Un film qui a émerveillé les cinéphiles de la soirée. Rendez-vous est pris pour le mois prochain et un appel est lancé au Ouagalais de sortir massivement à l'occasion. Les amoureux de danse contemporaine et traditionnelle, eux aussi, ont été servis. La 5e édition de Camp Vacances Danse a entraîné environ une quarantaine de tout-petits à danser selon les règles de l'art. Initiateur de la rencontre, le Centre de développement chorégraphique, la Termitière, en a assuré la supervision. Vendredi dernier aura marqué le dernier pas de l'édition. Les jeunes stagiaires ont reçu leur parchemin de participation. Adama Koulibaly. Voilà déjà 5 ans qu'est organisé un stage d'initiation à la danse contemporaine et à la peinture au profit des enfants. Cette année, plus de 40 enfants de 5 à 15 ans y ont pris part. Il s'est agi au cours de ce stage
d'inculquer aux plus petits les valeurs culturelles et artistiques. On s'est rendu compte ici au CDC La Termitière que la danse n'est pas une pratique courante dans les ménages. Nous nous sommes dit avec l'équipe artistique qu'il fallait donc commencer par initier les tout petits pour leur donner le goût, pour leur donner le réflexe donc de la danse contemporaine, de la danse africaine. Après 15 jours d'apprentissage, les enfants ont produit des œuvres présentées à la cérémonie de clôture à la grande satisfaction des organisateurs de ce camp. Vous avez peut-être constaté que les enfants ont eu un bon rythme, les enfants ont eu de bons réflexes, ils ont su gérer donc la scène, ils ont su avoir des mouvements d'ensemble, ils se sont écoutés, ils ont géré bien leur corps et c'était l'objectif que nous avons poursuivi à travers donc ce Vacances Danse 2012. Ce sont des enfants désormais imprégnés des métiers de la danse et de la peinture qui sortent de ce stage avec des attestations de participation. Merci pour votre attention à nos informations. Bonne suite de programme et bonne soirée. À la prochaine.